tous et bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. Content de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de la team au complet. Je suis Lionel Baucher et je suis accompagné par Marion Ricordo en direct d'Étretat. Bonjour Marion. Salut la team, bonjour à tous. Olivier Perron en direct de Saint-Nazaire. Salut Olivier. Salut Lionel, bonjour à tous. Cyril Le Gouern en direct de Montréal. Salut Allô Cyril. la gang. Et Gurvan Boni en direct de Milan. Salut Gugu. Ce qui explique le miroir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, sympa de vous retrouver les copains. Ça faisait un moment. Depuis plusieurs semaines, il s'en est passé des choses. Rory McIlroy n'a toujours pas gagné de majeur. Il a failli perdre sa femme, mais il a aussi surtout perdu l'US Open. Scheffler a encore tout gagné, sauf quelques majeurs qu'il a bien voulu laisser à Xander Schauffele. Mais c'est 4 sur 4 pour les Américains cette année. Bryson DeChambeau, 2 fois Schauffele et 1 fois Scheffler. Donc l'Europe n'a que ses yeux pour pleurer. Voilà, le menu de cette émission, eh bien, je vais vous le proposer dans quelques instants, alors que Cyril a disparu, mais il va revenir très vite, j'en suis sûr. On va forcément revenir sur la saison du PGA Tour qui vient de se conclure sur la victoire de Scotty Scheffler, c'est ça? Scotty Scheffler. Il paraît. On va forcément parler un petit peu Solheim Cup parce que la Solheim Cup c'est le week-end prochain, du 13 au 15 septembre, et avec un petit mot aussi sur la Ping Junior Solheim Cup parce que on a quelques Françaises que notre capitaine connaît bien. Et puis on finira avec la President's Cup qui est à la fin du mois chez Cyril à Montréal pour la deuxième fois. D'ailleurs, le parcours accueille cette compétition. On l'avait déjà accueillie il y a quelques années. On y reviendra. Voilà. Le programme. Alors, avant de se lancer sur ce petit récapitulatif de la saison du PGA Tour, j'avais envie de revenir sur deux moments qui concernent un peu plus l'équipe en particulier. Et commencer avec notre capitaine, Marion Ricordo, qui a mené l'équipe des Girls au championnat d'Europe en Suède début juillet avec une 5e place au final. Voilà, éliminée en quart de finale, mais comme tu nous l'as dit hors antenne, comme on le dit si bien, vous avez fini par 2 victoires consécutives. Exactement. Donc en fait, c'était ma première expérience en tant que capitaine de cette équipe de France. On s'est retrouvés donc en Suède début juillet. 19 équipes s'affrontaient pour le titre de championne d'Europe. Les filles ont super bien géré leur première partie de tournoi qui est la qualif en stroke play puisqu'elles ont terminé deuxième, ce qui nous a permis de jouer dans le tableau des 8 pour le titre. Donc ça, c'était vraiment super. Elles ont été plus qu'à la hauteur de ce qu'on attendait d'elles. Donc ça, c'était vraiment chouette. Évidemment, les Espagnols ont gagné la qualif, mais elles avaient clairement une équipe d'un niveau très très élevé, avec notamment, je crois, 5 joueuses de 17-18 ans en gros qui changent de catégorie et qui ne sont plus sélectionnables l'année prochaine puisqu'elles passent dans la catégorie d'âge supérieur, alors que nous, on n'en a qu'une qui était dans ce cas-là, toutes les autres étaient très jeunes, donc c'est vrai que ça, c'était une super perf. Et effectivement, après, se sont déroulées les phases de match-play où, en quart de finale, on a affronté donc la 7e équipe de stroke qui se trouvait être la Belgique. Et en fait, nos petites joueuses sont parties un petit peu en surconfiance, pensant que la Belgique était une équipe qu'elles allaient croquer très facilement. Et malgré nos avertissements avec Nicolas et Marine qui sont les coachs, elles sont parties un petit peu trop confiantes et bon, le matin elles ont partagé
un peu à l'arrache les doubles. On aurait très facilement pu perdre les deux. Elles ont réussi en play-off à gagner un des deux doubles. Donc, bon, elles s'en sont bien sorties. Et puis l'après-midi, voilà, les Belges ont été meilleures. Elles ont gagné tout juste. Ça s'est fini un match en leur faveur, mais suffisamment mieux pour passer en demi-finale et nous reléguer pour la bataille pour la 5e place. Donc, je pense que les Françaises, elles ont pris une bonne leçon d'humilité parce qu'elles ont pris un peu de haut leur adversaire et qui avait le couteau entre les dents parce qu'elles avaient effectivement rien à perdre. Elles étaient 7e de la qualif et nous 2e. Bon. Donc c'était très bien. Elles ont eu un petit pep talk le soir même avant d'affronter la Suède le lendemain pour tenter de faire la 5e place. Et elles ont gagné 5-0 contre la Suède parce que c'est des formules réduites, donc 4 simples et un double. Là, c'était assez exceptionnel. Elles ont très bien joué et je pense que la Suède était un petit peu abattue d'avoir perdu la veille et a eu du mal à se remettre de cette défaite en quart. Donc, ça a joué en notre faveur. Et ensuite, donc, on s'est retrouvés pour le match pour la 5e place face à l'Espagne, qui était le gros morceau de ce championnat d'Europe. Et elles ont gagné 3-2. Voilà, c'était vraiment très bien, ou même peut-être 4-1. Non, je crois que c'était 3-2. C'était assez serré, mais bon, on avait quelques matchs qui étaient assez gagnés, menés assez largement. Et deux un peu plus tendus. Mais en tout cas, voilà, elles se sont très bien battues. On rentre sans médaille, mais avec la sensation quand même qu'il y a eu de très belles choses de faites, de très belles choses de produites. On avait 6 joueuses assez exceptionnelles en termes d'attitude et de jeu. Moi, j'ai vécu une expérience évidemment extra. C'était épuisant. J'étais vraiment sur les rotules à la fin de la semaine, mais ça, voilà, pour rien au monde, j'aurais envie de pas recommencer parce que c'était vraiment extraordinaire et comme je disais, l'équipe était jeune, donc en fait, on a la chance de probablement en avoir 4 ou 5 encore de cette équipe l'année prochaine avec un an de maturité en plus, un an de jeu en plus, et ça c'est excellent parce que ça n'augure que de très bonnes choses. À noter aussi que il y a eu l'European Young Master, le YM, qui a eu lieu, alors je crois que c'était la semaine suivante, où ont été sélectionnés Céleste Boboyoré et Mélial Schmidt. Et donc c'était un tournoi, il y a 2 garçons, 2 filles. Et en fait, les Français ont gagné le tournoi. C'était une sorte de championnat d'Europe mixte, moins de 16 ans. Enfin, c'était pareil, extra. Et les Français ont gagné. Donc on a fait... il y a une belle perf de cette jeune équipe de France cet été, avec plus ou moins de titres, mais en tout cas, on a eu de belles choses, on a eu vraiment de belles choses cet été, donc c'était très chouette. Bon, puis on va enchaîner, puisque tu parlais de mixte, c'est souvent reproché aux Jeux Olympiques qu'il n'y a pas d'épreuve mixte, ni d'épreuve par équipe d'ailleurs, qu'elle soit mixte ou pas mixte. C'est que de l'individuel avec Gurvan, puisque toi qui étais parmi les nombreux et fantastiques volontaires de Paris 2024, parce que ça a été quand même un peu le mot de tout le monde, que ces JO ont quand même été assez exceptionnels, tant sur l'organisation que sur les résultats. Après, chauvinisme oblige des tricolores, mais moi je sais que ici en Suède, les gens, dès que tu dis que tu étais français, c'est autant avant, personne ne te parlait de rien, un peu de politique éventuellement. Là, tout le monde parlait des JO en disant est-ce que vous avez regardé, même la dentiste pendant qu'elle était en train de me charcuter, vous avez regardé les JO? Bah, oui, mais enfin là, je peux pas trop vous le dire parce que de toute façon, j'ai un truc dans la bouche, mais c'est plutôt sympa, non, comme expérience. Tu as vécu un bon Oui, moment parce que tu étais là et pour les hommes et les femmes. exactement. Ouais. Moi, je fais partie en gros des heureux bénévoles qui ont été choisis pour en plus suivre les joueurs et les joueuses. Donc là, voilà quoi. Quelques critères, on va dire, ont été remplis et un petit peu de temps pour utiliser pour pouvoir être sélectionné.
Et au final, effectivement, en gros, en fait, on était comme sur le PGA Tour à pouvoir voir le suivi du tracé en temps réel avec moi qui donnais des informations en gros sur qui allait jouer, etc., etc. Et puis j'avais des copains qui étaient au niveau des lasers et qui essayaient de visualiser la balle et qui permettent en fait de voir que Scotty Scheffler a fait un drive à 230 parce qu'il a fait une gratte ou un truc comme ça. Voilà à peu près en gros à quoi on servait. Donc une expérience dingue parce que en fait une Ryder Cup c'est vraiment génial parce que j'ai eu la chance de le faire comme volontaire aussi, mais la Ryder Cup c'était pour ou anti quelque chose. Bref, tu détestes les Américains quand tu es un Européen et si tu as l'occasion, tu le out le plus possible. Là, on était dans une atmosphère différente où en fait les colonies d'Australiens, de Suédois, de Japonais soutenaient leur propre partenaires, on va dire ça comme ça, avec évidemment un peu plus d'intérêt pour les parties des Français. Et puis évidemment, le destin a un petit peu fait, même si ça n'a pas été fait exprès, on va dire sur les 3e et 4e jours, au moins pour les hommes, sur le fait qu'on avait systématiquement un Français qui était plutôt dans les parties du matin et un Français plutôt dans les dernières parties. Ce qui donnait pour les garçons une atmosphère assez dingue. Avec évidemment comme d'hab un sentiment un petit peu patriotique, voilà. Donc si vous avez regardé ça à la télé ou vous étiez sur site, vous avez dû entendre de nombreuses fois la Marseillaise. Voilà, c'était convivial, cordial, bon enfant. Ce que de temps en temps on peut éventuellement reprocher sur la Ryder Cup à de légers moments. En termes de spectateurs, on a frôlé les 35 000 chez les garçons. C'était top, c'était juste ce qu'il fallait, qui permettait d'avoir en plus avec les exploits de Victor sur le dernier tour, d'avoir un sentiment de foule pour donner à peu près une petite idée, parce qu'on n'a pas vu tout à la télé, mais les gens qui connaissent à peu près l'Albatros, à peu près à la hauteur du tombé du premier coup, du drive, jusqu'à peu près en gros le green du 16, c'était une foule ininterrompue sur toutes les buts. Donc vous imaginez à peu près, je ne sais pas dans les bêtises, mais il doit y avoir au moins 300-400 mètres de buts complètes en train d'applaudir, un peu comme des crétins, en gros, en fait, un leaderboard qui monte, Victor en train de fourrer un certain nombre de putts. L'ambiance pour les filles a été assez exceptionnelle, mais le problème, c'est que comme on a vécu ça pendant 4 jours, elle était un peu moins bien, un peu moins de monde. Donc, pas une déception, mais globalement, voilà, le sentiment du travail accompli, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on a bien travaillé, parce que ça fait quand même très plaisir quand tu participes comme bénévole de voir un Scotty Scheffler qui a quand même gagné quelques tournois cette année pleurer, chialer, je sais pas, mais bref, être réellement ému par une médaille d'or et de se dire que tu vois exactement la même chose avec Lidiaco et que c'est pas son premier podium olympique, c'était son 3e, quoi. Et de se dire qu'en gros, ces gens-là, peut-être pour ceux qui remettraient éventuellement en cause la présence du golf sur les Jeux Olympiques, que ces 2 très grands championnes, ça met fin au débat sur quel est l'intérêt de la place de ce sport pour ces joueurs-là qui gagnent tellement d'argent par ailleurs, mais qui, quand même, pour juste une petite breloque et peut-être 50 000 ou 60 000 euros en fonction de ce que leur fédération veut bien leur donner, vont chercher vraiment au fond d'eux-mêmes. Et lorsque le podium arrive, il y a quand même un petit peu d'émotion et un petit peu de le sens du devoir accompli par ces joueurs-là. Donc c'était top. On a le sentiment que c'était que l'esprit JO se réveille un peu plus à chaque fois, en fait. Qu'il n'était vraiment pas présent lors de l'arrivée en 2012. Et que là, après 2016, 2021, non, c'était en 2016, pardon. L'arrivée, Oui. 2016. C'était à Rio. 2012, il n'était pas à Londres. C'est vrai qu'il y a le Zwica. La troisième fois, ils commencent à l'intégrer un peu dans leurs objectifs, en fait, les joueurs, je pense. Il y a le Zwica en 2016 où il y a quand même un grand nombre de joueurs qui se disent je veux pas venir, je veux pas venir. Il y a le Covid en 2020-21 qui ne change rien, on va dire ça, à l'organisation du tournoi, mais bon, voilà quoi. Et là, c'est vrai que c'était moins vrai pour les filles, mais le scénario de la victoire de Scheffler, elle est quand même, tu peux tout pronostiquer, mais elle est quand même dure à pronostiquer. Donc, si tu es quand même un joueur que, je ne veux pas dire que quand le début du dernier tour arrive, tu te dis, il a des chances, mais tu mets pas ta paye, quoi, qui va gagner. Et c'est vrai que le scénario fait que, voilà, ça amène quelque chose, effectivement, où je pense que, voilà, Lidiaco, je pense qu'il n'y avait aucun doute, mais sur ce petit Scheffler, quand on s'est dit, c'est encore lui qui a gagné, on s'est pas dit, zut, mais voilà,
Mais par contre, quand il arrive et où tu sens l'émotion, tu dis, OK, pardon Scotty, voilà, je t'ai mal jugé. C'est pas Non, juste mais pour toi un tournoi comme les autres pour le coup. le scénario a été, c'est ce que tu dis, quoi. Le scénario a joué quand même beaucoup, c'est-à-dire que par Ouais. rapport, là, tu vois sa victoire en FedEx Cup et on va enchaîner là-dessus sur cette saison, mais on l'avance qu'il a dès la fin du premier tour, voilà, et tu sens qu'il est dans une bonne semaine et que jamais C'est ça. personne va le rattraper. Et là, les JO, il revient parce qu'il fait quoi? Il joue -8 le dernier jour, non? C'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça. Je sais plus si c'était Pour, -7 ou -8, mais il joue beaucoup, quoi. revenir devant, plus un Victor Pérez qui se met à la bagarre. Voilà. Après, bon, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en disant ouais, on voit pas de golf sur France Télévisions, tout ça. Tant que, enfin, France Télévisions a été parfait pour toutes les compétitions où il y avait des Français, quoi. C'est ça. Et il s'était focalisé là-dessus. Et je pense qu'un Victor Pérez aurait été plus en lice pour une médaille ou un Je podium. pense. On l'aurait vu un peu plus. Ouais, et puis la Euh, place était à 25 euros. C'était aussi un bon moyen de dire aux gens, à ces esprits chagrins, même si c'est pas toujours facile de venir sur site, j'en ai bien conscience, mais de se dire, voilà, venez vivre l'expérience. hmm, Voilà, n'attendez pas juste éventuellement, voilà, parce que 25 balles pour aller voir une épreuve de Jeux Olympiques, voilà, c'était 80 euros le dernier jour, bon, ça va quoi. hmm. Oui, oui. Donc là, Après, maintenant, bon, en tout cas, c'est voilà. pas toujours évident de se déplacer. Non, je sais bien. Mais voilà. Mais bref, Mais, dans 5 ans, dans 5-6 ans, on aura un métro qui permettra de desservir Saint-Quentin et le Golfe National. Et donc, maintenant, voilà, le prochain défi, c'est d'accueillir la Solheim Cup ouais. proprement, avec voilà, une vraie plus ambiance, encore plus pour les filles. Et puis, on aura fait un petit peu le tour, je crois. Bien. Hmm, hmm. Et pour les filles, alors même si les gens ont pris, enfin, tu pouvais prendre tes places un peu au dernier moment, c'est aussi le Oui, fait que nos représentantes n'ont pas été non plus beaucoup présentes, entre guillemets, parce qu'une Céline Boutier, elle démarre bien, mmh, et puis dès le deuxième jour, tu sens que voilà, ça va être un peu plus compliqué, alors que assez paradoxalement, tu te dis que c'était quand même vraiment celle qui connaissait le mieux le parcours, parce que pour toutes les autres, c'était des inconnus, mais elle expliquait qu'elle l'avait quand même beaucoup joué quand elle était gamine, du fait d'être de la région parisienne, etc. Donc, parce qu'il n'y a jamais eu d'épreuve féminine par ailleurs au Golf National, non, Marion? Il y a- Enfin, à part les Non, championnats du monde amateur qu'il y a eu l'année dernière? ouais, exactement. c'est Mais ça. sinon, non, non, il y a les seules enfin, épreuves, c'était les championnats de France quand on était gamin. Mais effectivement, Ouais. non, non. Après, c'est, enfin, ça, c'est évidemment pas enfin, on pense toujours que c'est un avantage de bien connaître le parcours. Non, parce qu'à un moment, la fille qui rentre les potes et la fille qui met des fléchettes toute la journée, c'est elle qui va gagner, hein. Donc, Ouais, tu as beau ouais. connaître le parcours, si cette semaine-là, t'as pas le petit influx, le petit jus, machin, la roule des greens, si tu es un peu moins précis sur tes fers, tu as beau connaître le truc comme ta poche, malheureusement, ben, Mm, voilà, c'est pas toi qui va gagner. Donc, mm. ça se saurait, enfin, Déconner. ça se saurait si, voilà, si c'était un gage une assurance de réussir. Hmm, c'est clair. Bon, eh bien, puisqu'on a parlé Scheffler, c'est sûr qu'il était plus ému sur le podium que quand il a reçu son chèque de 25 millions avec sa petite coupe, là, après sa victoire au TEDx. On va refaire un petit tour d'horizon de cette saison 2024 avec un Scheffler ultra dominant. 7 victoires au total. Cyril qui est en bagarre avec sa caméra. Est-ce que c'est ça, Cyril? C'est 7 ou 8 victoires? Est-ce que tu es là avec nous? Il est pas. On aura l'occasion de retrouver Cyril un peu plus tard. Non, ouais, ultra domination, on peut le dire quand même si il n'y a que un majeur, pardon, que 1 sur 4, mais
Voilà, et il n'y a pas grand-chose. Un major, le Players, 5 autres tournois, plus La FedEx, les Jeux la Olympiques. FedEx et les C'est JO. propre. C'est propre. C'est pas mal. C'est pas Mhm. mal. Ouais, la définition du pas mal, c'est qu'effectivement, pour faire mieux, ça va commencer à être compliqué, quoi. Moi, on va dire que ce que j'apprécie perso pour Scotty, c'est que à l'instant où on parle, tu as l'impression que les autres peuvent encore gagner des tournois. Ça va peut-être changer, ou peut-être pas, mais contrairement, moi, on appelle ça aux dominations style Tiger Woods, où tu as l'impression qu'il ne sait rien. Là, il y a l'impression qu'il est gentil dans le partage. Il cultive, voilà. Il offre la possibilité à d'autres personnes, en jouant bien, certes, mais de gagner. Et c'est pour ça que, moi, pour l'instant, j'apprécie sa domination, même s'il est ultra dominant. C'est ultra dominant par le nombre, mais en termes de majeur, il n'est qu'un. C'est beaucoup plus qu'un certain Rory, mais il n'est qu'un, quoi. J'ai essayé de voir sur le nombre de victoires en fait. 9 c'est Il a 7 victoires. C'est le record de victoires de Tiger en une saison. 9 avec 3 majeurs. Bon. Je pense que c'est le ratio parce que Tiger en fait jouait un tout petit peu moins aussi. Quand Scheffler joue presque tout, Tiger jouait un tout petit peu moins de tournois. Donc en fait, son ratio de victoire était monstrueux. Je me suis fait cette réflexion-là, mais tu sais combien de tournois il a joué cette année quand même? Parce que je me suis fait cette réflexion-là. On me dit Scheffler. Ah oui, ceci dit, il s'est absenté un peu avec la naissance de son fiston. Il fait 7 victoires sur 19 tournois joués, quoi. Non, mais c'est beaucoup, mais je pense que Tiger, l'année où il a fait 9, je suis pas sûr qu'il ait joué 17 tournois. Il en a joué 20. Ah oui, ah bah si, alors tu vois, je pensais qu'il en avait joué un peu moins. Ouais, il avait joué 9 victoires sur 20. Et après, c'est 2006 où il a 8 victoires sur 15 tournois joués. Ouais, il est toujours à presque 50% de ses tournois joués. Un sur deux. Une fois, t'avais une chance tous les 2 tournois de gagner quelque chose, quoi. Mais bon, Scheffler reste de cette veine-là, quand même, des meilleures années de Tiger Woods. Alors, est-ce que... Avec une concurrence délirante, hein. Ouais, ça reste toujours difficile de comparer. Est-ce que c'est plus impressionnant que ce que fait là, parce qu'ils sont plus à pouvoir gagner qu'à l'époque où il y avait Tiger? Moi, je crois que Tiger, il y avait une sorte d'ascendant psychologique parce qu'il y avait plein de bons joueurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu as un nombre de mecs, enfin, je veux dire, t'as un nombre de mecs qui peut gagner chaque semaine qui est délirant. Et c'est là où Scheffler est bon, c'est que malgré tout, il en gagne autant. Enfin, c'est-à-dire qu'il est encore au-dessus de tout ce petit monde, quoi. Mais ce qui est... Parce que l'époque de Tiger Woods, on pouvait peut-être aussi comparer que lui, il avait été en avance, en fait. Il était déjà un joueur de la génération d'aujourd'hui en matière de préparation, de physique, de mental et tout ça. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il sortait un peu du lot, donc et il a entraîné tout le monde dans sa roue, ce qui fait que tout le monde a cette même façon de s'entraîner et de se préparer aujourd'hui. Donc c'est peut-être d'autant plus méritant, quoi, pour Scheffler. Tout le monde est un peu sur le même niveau, même piédestal. Et il continue de gagner à peu près une fois sur 2 aussi, presque. Puisque Cyril, c'est la 8e, les playoffs de la FedEx, là, le Tour Championship, c'est sa 8e victoire de l'année ou sa 7e? 8 si on compte les Jeux Olympiques. Ah oui, c'est ça, d'accord. Mais 7 sur le PGA. C'est 8 avec les JO. 4 signatures, le Players, le Masters. C'est pas mal ça, puis en début de saison aussi. Là, ouais. C'est assez exceptionnel.
Ouais, 17 top 10 quand même. Parce qu'il y avait une question sous-jacente à ça, c'est est-ce que c'est bien pour le golf? Alors, à l'époque, on trouvait ça génial avec Tiger Woods et ça a attiré les foules. Est-ce qu'aujourd'hui, une ultra domination comme ça d'un joueur, comme celle de Scheffler, c'est quelque chose qui vous plaît, vous attire, vous donne envie de regarder plus ou pas? Est-ce que vous regardez pour le voir gagner ou vous regardez pour le voir perdre, en fait, ta question, c'est un peu ça. Olivier? On regarde pour voir les autres gagner. Il faut tenter de gagner. Après, je dirais, non, c'est sur son attitude aussi. Enfin, il fait un joueur, il fait un joueur normal. Il n'est pas, il développe pas quelque chose, une attitude, arrogante ou supérieure. Enfin, on le sent Pas un pas comme Tiger. ça. C'est pas un Tiger qui essaie Pas comme déjà Tiger. C'est pas comme d'impressionner, Tiger. voilà, qui rentre sur un ring et puis voilà, de toute façon, je vais te battre. Scheffler, il joue, il déroule sa partie et puis à la fin, il joue -7, -8 et puis on n'a pas trop compris comment, mais il l'a fait et puis comme au JO, voilà, il gagne quoi. À la fin, il gagne. Il y a ce sentiment de joueur un S'il peu peut pas trop normal. mal. Et puis par rapport au, c'est peut-être sur l'intérêt en fait de regarder des tournois. C'est pas forcément que sur le suspense. Voilà, c'est aussi sur des personnalités. Voilà, on a avec le temps là ces derniers temps, perdu certains joueurs sur le PGA qui avaient un peu de personnalité, qui se comportaient un peu, des méthodes aussi différentes. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se perdre. Des joueurs un peu lisses. En ce moment, sur les derniers tournois, je voyais pas trop les différences entre Morikawa et Schauffele. Voilà. Si je regarde pas attentivement, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes, quoi. Pas trop, mais voilà, j'exagère. Tu vas avoir des problèmes. Ils sont tous américains. Ils sont tous américains, c'est pour ça. Ouais, ils sont tous américains, voilà. Mais je trouvais qu'au terme de personnalité, on n'avait pas trop de. C'est un peu ce qui me manquait. Cyril, toi, cette domination de Scheffler, tu la vois durer encore, par exemple? Ah oui. Oh oui, oui, c'est pas fini. C'est pas fini parce que il a tout ce qu'il faut au niveau du jeu et puis il a surtout un état d'esprit qu'aucun golfeur au monde est capable d'avoir actuellement. C'est-à-dire que lui, le côté je reste dans le présent, il l'a encore démontré au Tour Championship. Après son cheng de merde, la réaction derrière, birdie, il place un fer 4 à 5 pieds, 236 verges. Donc, puis après, il gueule 4 trous après, fait que Morikawa revient à 2 coups, on dit ça et s'est relancé, puis 4 trous plus tard, c'est fini. Il a tout planté. Donc là-dessus, je pense qu'il a vraiment, et d'ailleurs, les autres joueurs le disent aussi, c'est qu'il est au-dessus du lot sans problème. Et puis pour rebondir sur lui, oui, moi j'ai toujours aimé, j'aime ça le sport quand il y a des dominants. Je pense que ça va élever le niveau, veut pas, parce que les autres joueurs vont pas être obligés de travailler 10 fois plus pour essayer de le battre. Fait qu'au bout du bout, ça va élever le niveau du golf, au moins sur le PGA. Si les mecs arrivent à le rattraper. Mais oui, moi j'adore le personnage. J'ai toujours adoré le mec joue pour le fun, lui il le dit, il joue pas par les médailles d'or, fait qu'il gagne quand même de toute façon. Mais il est là pour s'amuser, quoi. Comme on dit, les discours qu'on tient à n'importe quel amateur, t'es là, fais-toi du fun, te prends pas la tête. Lui, c'est exactement ce qu'il fait à la perfection. Et quand il peut pas bien, il fait 15e. Quand il peut, c'est fini. Merci, bonsoir. On passe au prochain tournoi. Pourtant, t'as quand même pas l'impression qu'il s'amuse beaucoup, quoi. C'est un peu ce que Olivier disait en parlant de personnalité, quoi. Il est quand même un peu entre guillemets. Il est. Alors, je me souviens que j'avais mis une fois sur le cher réseau social de Monsieur Elon Musk, là, qui nous empêche de diffuser en direct, espèce de machin, qu'il était un peu ennuyant à regarder, en fait, parce qu'il se passe pas grand-chose avec lui, dans le sens il est tellement parfait
que c'est fairway, green, 2 putts, et puis des fois un seul, et puis ça suffit à faire l'écart, quoi. Enfin, tu vois pas trop, tu le vois pas à la McIlroy aller je sais pas où, ou à Spieth jouer depuis les tondeuses. Enfin, t'imagines que Scheffler, et c'est pas lui qui va aller balancer son driver dans l'eau, quoi. Donc il a un côté un peu boring. Je vais pas dire ça parce que ça va énerver, mais en tout cas, il a un côté super écœurant, quoi. C'est que tu dis Ouais, mais merde, quoi. Encore lui, quoi. il s'est un peu enfin, amélioré, pas sur le parc. Certains, là, je le vois pas vraiment changer d'attitude, à part quand il fait des grosses virgules, il est mort de rire. Hein, il va pas péter c'est fou d'ailleurs. Il s'est un peu agacé, quand même. Il s'est un peu agacé sur ces... Ouais, c'est un peu agacé, tu vois au langage corporel, mais je veux dire, dans le sens, quand il gagne le Tour Championship, tu vois, bon, bah, il gagne, ok, merci, il enlève la casquette. Il pète pas un câble. Bon, il a quand même gueulé un moment, quand il rentre, quand il retourne au recording. Il a laissé sortir la pression, et après, c'était en conférence de presse, il a mouché on le voyait pas trop comme ça, même en conférence, il a mouché le mec qui a dit, expliquez-nous votre grosse merde au numéro 8. Et il l'a mouché bien, d'une belle façon, là, agressif, un peu passif, mais il a été vraiment propre. Fait que il sort un peu je veux dire, sa bulle. Enfin, Ouais. Alors peut-être pour l'anecdote, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, comme sur la fin, depuis le bunker, il fait une grosse soquette. Et le mec lui dit expliquez-nous ce qui s'est passé avec la soquette. Et donc il explique en gros aux journalistes ce qu'est une soquette, quoi. Il lui fait un cours pour les nuls. Qu'est-ce qu'une soquette, quoi. Et donc ouais, puis il dit, tu vois, ça, c'est et un c'est vrai que club. Là, c'était la un face de peu club est là. Hein. Là, c'est le c'était un hustle, peu là. Bah, ma balle a tapé là, puis elle est partie direct dans ta face, là, tu vois. Si j'avais joué là, elle serait partie direct sur toi, le mec. Mais tout en se c'est vrai marrant et tout. que ce côté un peu pince sans rire, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de trop voir avec lui, en Exactement. fait. Donc voilà. Marion, toi, c'est un peu, enfin, on a à peu près tous les 10 ans, quel que soit le sexe d'ailleurs, homme ou femme. Enfin, je veux dire, on a eu, il y a eu Tiger. Avant Tiger, c'était Niklas. Chez les femmes, il y a eu Annika Sorenstam. Enfin, on les retrouve toujours un peu. Cette période de domination, elle peut durer, on l'a vu avec certains comme Sorenstam ou Woods, ça peut durer très longtemps. Et en même temps, et après je te laisse parler, mais en même temps, je trouve que jamais, enfin, on va parler de l'équipe américaine, mais en 2021, on nous avait expliqué que l'équipe américaine allait rentrer dans une phase de domination incroyable à la Ryder Cup parce qu'ils avaient des joueurs exceptionnels et que ça allait durer des années. Et on s'aperçoit que, en fait, de tous ceux qui étaient là, il n'y en a plus que 5 qui vont être à la President's Cup. Donc ça ne dure pas non plus une golf. Hein. Il suffit de pas grand-chose pour que la machine s'enraye. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, moi, je suis assez d'accord avec Cyril. Je pense que c'est un truc qui est plutôt bien rodé. Et en fait, sa domination, elle est agréable. Alors, moi, j'ai adoré la domination de Tiger parce que c'est celle ça a créé une sorte de roue, d'obsession que les gens ont eu pour le golf, parce que ce mec, il a apporté un truc qu'on n'avait jamais connu, avec en plus le développement des médias, etc. La domination de Scotty, elle est complètement différente. Déjà, il a un capital sympathie qui est plus élevé. Quand on le voit prendre son gamin, avec sa femme, etc., c'est un humain. Voilà. Et il a aussi ce côté humain que moi, j'aurais tendance à reprocher à Tiger maintenant, c'est il rate des putts, quoi. Parfois, tu te dis, mais il a quoi dans les mains? C'est un manche à balai ou c'est un putter? Et en fait, tu te dis que malgré tout, il a des semaines où c'est catastrophique et tu te dis, mais merde, il a oublié d'aller s'entraîner ou pas? Alors, évidemment, c'est pas du tout ce que je pense, hein, c'est plus complexe que ça, mais et c'est pour ça qu'en fait, il est touchant parce qu'il est capable de gagner après avoir eu des semaines de traversée du désert de putting. Et puis derrière, il est capable de venir te planter les gros.
parce qu'en fait, d'un seul coup, je sais pas, les Lego s'embriquent et puis il n'y a plus personne. Et en fait, c'est pour ça qu'il est, il est si sympathique, c'est qu'en fait, il n'est pas parfait non plus. Il n'est pas tout le temps le meilleur. Il a des moments où tu te dis, mais effectivement, s'il rentrait tous ses putts, il gagnerait toutes les semaines, mais parfois, il putt comme une chèvre. Et en fait, c'est ça qui le rend aussi sympathique, et c'est aussi pour ça qu'on se dit, mais ce mec, ça va durer, parce que le grand jeu, en fait, le grand jeu, c'est une mécanique, enfin, quasi parfaite. Donc, et le putting, effectivement, le putting, on le sait tous, on est tous golfeurs ici, le putting, ça va, ça vient. Enfin, effectivement, c'est un bon putter, mais moi, c'est pour ça que je pense que ça va durer, parce qu'il aura toujours des semaines de putting exceptionnelles, et je lui souhaite d'avoir de moins en moins de semaines de putting de merde, parce qu'il va peut-être trouver son truc. Il a peut-être pas encore trouvé son truc, c'est peut-être le seul truc qui lui manque d'ailleurs, c'est de trouver le truc au putting qui lui convient bien. Mais non, je pense que lui, il peut durer plus, et contrairement à Nika, moi je suis pas sa plus grande fan. Je lui reproche finalement ce que je reprochais pas du tout à Tiger, cette froideur, cette machin que j'accepte pas trop chez une femme, alors que je l'ai adoré chez Tiger. C'est complètement misogyne, je suis désolée, c'est pas bien, surtout venant d'une femme. Mais voilà, c'est un truc que j'aime un peu moins. Et en fait, je suis admirative qu'un mec comme Scheffler soit différent, et je suis très contente que ce soit un dominant sympathique. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie qu'il dure, parce que moi j'aime bien le voir continuer à gagner. Alors, j'avoue que j'aurais espéré voir un autre nom au jeu, pour le plaisir d'avoir un petit nom différent, mais quand il a gagné, j'étais quand même super contente. Un peu rebondir sur le putting, Marion, mais c'est là que je crois qu'il va être de mieux en mieux, parce qu'il commence le début de saison avec son putter de d'habitude, donc avec un putting catastrophique. Je pense qu'il finit l'année dernière au-delà de la 100e place Australian Putting sur le PGA. Puis là, McIlroy sort en conférence, il dit tous ceux qui ont des problèmes, je pense que Scotty devrait passer au putter maillet. Là, il se met à appeler Phil Kenyon, qui est un des plus grands instructeurs au niveau du putter. Et derrière, il arrive donc au Arnold Palmer Invitational. Puis en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 tournois, il en remporte 5, et il fait une fois deuxième au Houston. Juste en changement de putter. Et après, le restant de la saison, il n'a plus jamais eu un stroke gain putter négatif, à part au US Open, où il fait son plus mauvais résultat, 41e, et le BMW, où il finit 33e, mais qui était plus dû sur ses approches là. Mais donc on voit bien que déjà le changement de putter et l'assistance d'un grand instructeur, ça a dessiné tout de suite le changement de saison. Donc l'année prochaine, ça va forcément aller mieux, à moins que d'un seul coup, il ait encore un trou. Comme tu dis, tous les joueurs ont des trous petits, soit les amateurs ou quoi, ça arrive à tout le monde. Mais je pense que la moyenne sur l'année va être encore meilleure, donc aux petits. Et peut-être que McIlroy, il pourrait s'appliquer à lui-même, non, ses conseils, quoi. Enfin, je sais pas, de prendre un entraîneur pour le putting. C'était juste en passant. C'est pas gentil, ça. Hein, non, mais bon. mais c'est vrai. Même s'il n'était pas facile, son putt à US Open, quand même, quoi. C'est pas tellement le dernier putt qu'il faut lui reprocher d'ailleurs, c'est plutôt ceux des trous d'avant. Mais... Ouais, celui du 16, je pense. Ouais. Alors, je vais enchaîner avec Gugu, mais en recentrant le débat sur un joueur en particulier qui n'est pas américain, mais qui est français. Tricolore, notre Mathieu Pavon, Mathieu Pavon, il n'est pas plus le mien que le vôtre. Il est le nôtre. Qui a fait sa première saison réussie, il n'y a pas d'autre mot. C'est première participation première saison sur le PGA Tour, une victoire et les playoffs de la FedEx Cup jusqu'au dernier tournoi, le Tour Championship. Il a coché toutes les cases, quoi. Alors on peut lui reprocher un peu d'être en dents de scie.
un super début de saison et puis le contre-coup, je pense, c'est un peu normal. Il le reconnaissait lui-même d'avoir été moins bien, mais mais voilà, c'est histoire de pas que lui lancer des fleurs, mais c'était pas loin d'être parfait, non? Bah ouais, alors, si on peut pas lui lancer des fleurs, on peut lui dire bon bah que sur un parcours qu'il aime pas, en l'occurrence les Jeux Olympiques, bon bah malheureusement il n'a pas réussi à faire d'exploit, voilà. Euh, on pourra lui reprocher éventuellement effectivement sa petite passe, on va dire un peu difficile, mais bon, faut bien être humain à un moment ou à un autre. Moi, c'est une saison où je me dis que, comment on va dire ça, en petit résumé, j'ai mis sky is the limit. Euh, pour moi, 2024, elle est top, elle est extraordinaire. Et pour moi, 2025 sera jugé en fonction d'un seul et unique critère, sa qualification à Ryder Cup. Qu'elle soit automatique ou qu'elle soit éventuellement par PIX, il va avoir la chance de rejouer à nouveau sur un circuit qu'il connaît un peu mieux, faire ses choix sur des parcours qu'il préfère plus qu'à d'autres, manager sa saison de la façon la plus optimum. Et donc, dans l'esprit, je pense que 2025 sera l'année de validation. Alors après, hors problèmes techniques, hors problèmes mentaux, hors soucis dans les jeux qui peuvent toujours arriver au golf, mais 2025 pour moi sera une validation. Et là, en plus, avec le nouveau système de qualification de la Ryder Cup et le nouveau système de points, ah putain, je veux le voir en Ryder. Voilà. S'il la rate, je dirais pas qu'il est nul, et loin de là, mais je pense que il a un tantinet juste la réussite, le talent et le travail qui suit pour 2025, bah, on a enfin une chance à nouveau de revoir un Français en Ryder. Ouais, d'autant plus avec le système de qualification sur lequel tu as pesté pendant de nombreuses années. Et je continue de le faire. Ça valorisait surtout les joueurs du PGA Tour et pas ceux du DP World Tour. Ça y est. Là, pour le coup, c'est avec fusionné. un joueur et vraisemblablement deux sur le PGA Tour, plus ceux qui pourraient arriver en cours d'année, enfin en début de saison prochaine via le DP World Tour, mais on peut imaginer que Victor Pérez va réussir aussi à refaire une deuxième saison là-bas. Voilà, c'est bon pour eux de pouvoir jouer sur des tournois et encore plus pour Mathieu puisqu'il est assuré de faire tous les signatures, non? Je pense Cyril Players et tout ça, avec le fait d'être dans les 30 du Tour Championship, il est partout. Les majeurs aussi, il y a juste le PGA, je crois, mais vu qu'il est allé jusqu'au Tour Championship. Mais oui, donc ça va commencer déjà avec le Century. Moi, j'espère qu'il va y aller, qu'il ne va pas faire comme McIlroy, qui va bouder le premier tournoi de la saison. Un tournoi super le fun à Hawaï, c'est la grosse fête en plein hiver, les mecs vont au casino et tout. C'est un signature, donc il n'y aura pas de coupure, il y a tout de suite des gros points à prendre. Non, mais c'est vrai que pour se mettre dans le bain, c'est parfait. Donc c'est encore un 700 points FedEx à l'arrivée. Donc si déjà il peut se mettre d'entrée bien là, après je pense qu'inévitablement le programme va changer. Il ne fera pas le Sony, il ne fera pas le Amex comme il a fait cette année. Le Farmers, il n'aura comme pas le choix, il l'a gagné. Je pense que les sponsors vont tout faire pour qu'il revienne. Puis après, ça va s'enchaîner. Ouais, avec les signatures, pas compliqué. Les signatures, tu as quasiment, moi je disais 65% de chance, je n'ai pas vérifié, mais d'être à la fin dans le Tour Championship, si tu merdes pas trop. Enfin, tout du moins dans les playoffs, ça c'est une certitude, le top 70. Et puis après, les objectifs, je pense que ça va. Moi, je pense que ça va rester les mêmes. Quoi. Encore gagner un PGA, faire 4 top 15 en majeur, et puis faire mieux que 17e à la FedEx. Quoi. Et puis c'est tout à fait possible. Il va connaître, comme dit Gugu, il va connaître les parcours cette année, donc il va se présenter. C'est plus pareil déjà. Bon, il a un cadet qui les connaissait, mais déjà avec certaines certitudes, l'expérience de l'année précédente. Et puis attention à Pérez, parce que je pense qu'il va bien se relancer. Moi, il a très bien fini d'ailleurs la saison. Je pense qu'il avait plus de jus parce qu'il a manqué les 2-3 premiers tournois pour cause de blessures. Donc c'est normal qu'il ait été plus en forme que Pavon, qui lui commence à être vraiment essoufflé. Hein. Ça reste du sport, donc conditions physiques, c'est important. Et puis les petits nouveaux qui vont arriver, je pense, j'espère qu'il y en aura au moins 2. Moi, cette année, là, je vois Langasque, puis après Vaillant ou Guerrier, ou en tout cas, j'aimerais ça qu'il y en ait 2, comme ça, il y en aura 4 l'année prochaine. Barjon, là, il se présente pour le FedEx Cup Fall. Ils sont 77e, il faut qu'ils rentrent dans les 125, ça va être déjà ça l'objectif.
Pérez, moi je suis convaincu qu'il va aller chercher les 2 premières signatures. Il faut qu'il fasse un ou 2 bons résultats pendant les 8 tournois qui vont se présenter là pendant le FedEx Cup Fall pour rentrer dans les 51-60 au classement FedEx, sachant qu'actuellement il est 70e, mais je le vois tout à fait, j'en suis convaincu même qu'il va rentrer dans les 51-60. J'en suis sûr à 100%. Fait qu'il y aura 2 Français pour les 2 premiers. En fait, le signature 2 et 3, le Century étant le premier de la liste. Alors, je vais m'adresser aux spécialistes, là, ceux qui sont un peu plus doués techniquement et mentalement que nous, avec Marion et Olivier, mais chacun dans votre domaine, on va dire, même si Marion n'est pas coach technique, mais bon, ton expérience de haut niveau parle déjà beaucoup pour toi. Est-ce que un Mathieu Pavon, il a le jeu pour pouvoir continuer à performer et pas être juste sur une année un peu d'euphorie qui était celle content d'arriver aux États-Unis, donc voilà, il s'est pas trop posé de questions. Est-ce que pour toi, c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter pendant plusieurs saisons? Ouais, certainement. Après, enfin, le circuit américain, c'est la preuve en image qu'il n'y a pas de technique particulière pour performer. On n'a pas besoin d'avoir un jeu en particulier, on peut performer quel que soit le swing qu'on a. Enfin, Scheffler, franchement, la première fois qu'on l'a vu à la télé, est-ce qu'on s'est vraiment dit ce mec-là va être numéro 1 mondial et tout éclater? Pas sûr. Hein. Je ne sais pas si c'est la première image qu'on a quand on le voit swinger la balle. Donc au final, le PGA Tour, c'est quand même la preuve qu'il n'y a pas une technique, il n'y a pas une façon de jouer. Donc en fait, son jeu, ce ne sera pas sa limite. Et moi, je vais juste revenir sur un truc, c'est voilà, dans l'introduction, tu as parlé de son année entre guillemets en dents de scie. Il y a des profils de joueurs très différents. Tu as des mecs qui vont faire du top 15 tout le temps, où on n'entend pas trop parler, ou top 20, on n'entend pas trop parler d'eux, mais c'est du ventre mou de qualité, disons. Mais voilà, ça va jamais faire mieux que 15e et jamais au-delà de la 25e place. Donc bon, voilà, du coup, ça garde la carte, ça performe et c'est propre. Puis tu as des mecs, je pense que Mathieu fait probablement plus partie de cette catégorie. Le mec qui va faire une victoire, un top 10, un miss-cut. Mais ouais, mais en fait, finalement, qu'est-ce qui est mieux? Ouais. Mettre ton nom sur un trophée, c'est quand même un peu plus stylé. Enfin, non, mais je sais plus, c'était Charles Howell, typiquement le mec, Charles Howell, qui c'est qui se gaffe. Si tu regardes pas trop les résultats, tu sais pas, le mec est tout le temps top 15, top 20. Enfin, je parle peut-être pas de cette année, mais les années précédentes. Tu le vois jamais à la télé, t'entends jamais parler de lui, et pourtant il était tout le temps bien classé. Moi, je préfère un Pavon qui gagne un tournoi, qui fait un top 5, et puis derrière qu'on voit pas pendant 3 semaines. Bon, ça fait un peu chier, évidemment, quand il t'a habitué à de l'excellence, ça te fait un peu chier de le voir rater 3 cuts. Moi, je préfère qu'il plante un tournoi l'année prochaine et qu'après, il galère entre guillemets, pendant 4 semaines, et puis que derrière, il te recolle du top 5 et qu'ils soient en contention à chaque fois pour gagner des tournois. Je trouve que c'est beaucoup plus excitant. Enfin, faire du propre et du lisse, comme disait tout à l'heure Olivier, ouais, c'est bien, hein, mais c'est pas super excitant. Enfin, il y a des profils différents. Il y a des gens, ça va rassurer. Il y a des joueurs que ça va leur convenir très bien de faire du l'encéphalogramme plat toute l'année. C'est rassurant. Je passe tous les cuts. Je suis là tout le temps. Je suis là, c'est impeccable. Tu as des mecs qui ont besoin d'aller chercher le truc, le petit peps là. Et ben, je connais pas je connais pas suffisamment Mathieu pour savoir dans quelle catégorie il se situe, mais a priori, vu sa saison, il a plutôt l'air d'être du genre à gagner. Et moi, je lui souhaite de revivre des années comme ça. Et oui, de toute façon, quand tu as des hauts, tu as forcément des petits creux de vague. Enfin, c'est compliqué d'être linéaire tout en haut. Donc, moi, je lui souhaite de regagner et je pense que c'est possible. Et Olivier, est-ce que c'est pas une des plus grandes qualités de Mathieu Pavon, c'est son mental en fait, enfin je veux dire son parcours
parle pour lui. On a eu la chance de l'interviewer sur la petite balle blanche il y a très longtemps, mais à l'époque où il avait raté les cartes, enfin raté la montée depuis la troisième division pour une poignée d'euros, 4 ou 5 euros, je crois. Et Ouais, il manquait- 4,50 € ou 4 euros. et au final, il avait exprimé sur le blog qu'il s'était entraîné comme un forcené en mettant la lumière de son téléphone pour s'éclairer sur le practice encore. Et du coup, il avait passé les cartes avec succès juste quelques semaines plus tard. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence avec beaucoup d'autres joueurs qui ont techniquement qui ont rien à lui envier, on va dire. Ouais. Bah après, ouais, il a fallu une capacité de travail qui est assez exceptionnelle, je pense. Et puis, depuis assez longtemps, en fait, une organisation, un staff stable, avec des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, assez tôt, voilà, il a su s'entourer de personnes, qui lui apportent ce dont il a besoin. Quand on l'écoute faire une interview, il va chercher les compétences. C'est son préparateur mental, qui est un peu le chef, qui coordonne en fait toute l'équipe aussi. Mais Mathieu sait très bien, ce qu'il veut, ce dont il a envie, ce dont il a besoin, pour performer. Et puis après, en tant que spectateur ou supporter, il y a pu y avoir dans la saison, des petites inquiétudes parce que c'est effectivement en dents de scie. Mais des dents de scie, en fait, on ne connaît pas forcément la raison parce qu'il y a des parcours nouveaux. À une période, il y a eu de la fatigue due à des déplacements, des nouvelles sollicitations médiatiques, de sponsors. Émotionnellement, c'est aussi fort. Une victoire, un troisième podium à Pebble Beach. Il a eu un nombre aussi de dernières parties, qui était assez important, je trouve. Ce que disait Marion, c'est on se met aussi en position de gagner. Il a beaucoup joué, avec des joueurs de Ryder Cup. Je trouve que la saison, elle est en termes d'apport, de confiance en soi. Je pense que la saison, elle est extraordinaire. Et qu'il repart pour 2025 gonflé à bloc. Et puis avec la capacité là effectivement d'être maître en fait de son calendrier. Donc je sais pas en 2025 comment il va gérer les allers-retours éventuels sur le DP World Tour. Mais pour le PGA, il est maître de son calendrier. Donc les signatures, effectivement, commencer tôt, comme disait Cyril, parce que comme dirait l'autre, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, si tu peux faire déjà le plein dès le début de saison, ça t'enlève de la pression pour les tournois suivants, et donc de la fatigue. Ce qui a peut-être dû avoir Pérez aussi en début de saison, puisqu'il a eu un retard à combler. Et puis Mathieu avait dû perdre aussi un peu d'énergie pour arriver à être sur les signatures, quoi. Non, mais c'est sûr que la maîtrise du calendrier va être un gros avantage, sachant que là, il va plus rejouer en gros pour la plupart du temps, peut-être sur le DP World Tour, sur la fin de saison, puisqu'il n'est pas obligé de jouer les événements d'automne sur le PGA Tour. Je dis pas de bêtises, Cyril. Il les joue s'il en a envie, j'imagine qu'ils sont automatiquement, s'ils veulent s'inscrire, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, ils peuvent, ouais, comme avait fait un ou deux joueurs l'année dernière, et Eric Cole surtout, mais et puis là, on le voit pour le Pro Corps là, qui est la semaine prochaine en Californie, où tu vas avoir 6 joueurs finalement qui sont dans le top 50, mais les mecs viennent parce que c'est la President's Cup derrière, surtout Omar qui a besoin de répétition, je pense là, et qui s'est perdu complètement. Mais sinon, on ne devrait pas en voir énormément. Au Zozo, oui, parce que le Zozo, c'est particulier. Là, tu vas retrouver l'Américain Tom Kim, tu vas retrouver... Il fallait la faire, excusez-moi. Petite interlude, un petit aparté entre nous, mais où là, on va retrouver pas mal de joueurs du top 50. Ouais. Parce que...
Et du coup, mince, j'avais une question et elle m'est sortie de la tête. Bah, Par Tom contre, Kim t'a perturbé. Tom Kim, ouais, l'américain, t'a quand même c'est la super blague à perturbé. Hein. la blague à la Tom Kim. Et si vous voulez voir C'était, Mathieu, n'hésitez pas à réserver vos places sur opendefrance.com. En vrai, je ne sais pas l'adresse de la billetterie, mais il sera là, hein, d'accord? donc ça c'est bon, très bien. Et ben si elle me revient, je la poserai peut-être en plein milieu du sujet President's Cup ou je sais pas quoi. Mais c'est pas grave. Et puis, Bon alors rapidement, comme on sait bien faire, nous rapidement. Non, votre alors bon. Je vais pas dire votre moment préféré et votre moment le moins préféré de cette saison, ou les deux moments, ou les trois moments, peu importe, mais un peu vos plus et vos moins de cette saison 2024. Tiens, Cyril, tant que tu n'avais non, pas bah, fait moi, l'expert. le plus, oui, il faut en profiter parce qu'ici, c'est un peu le tiers-monde. Bah, les plus, moi, j'en ai noté qu'un, je fais rapide. C'est les résultats de merde de John Ram en majeur. Ça m'a bien plu. À part The Open. Ça j'étais vraiment très content. Et les moins, alors les moins, le premier que je vais mettre en avant, c'est malheureusement le suicide du joueur, la Grayson Murray, qui m'a vachement attristé, même si malgré ça, du coup, il faut le dire ce qui est. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup de monde qui en ont parlé, mais du fait qu'il soit retiré du classement FedEx, ça a permis à Perez quand même de rentrer 70e pour le FedEx St. Jude, sinon il n'y était pas. On n'en a pas beaucoup parlé ça. En tout cas, il y a ça. Toujours pas de victoire pour Fleetwood. La saison de Spieth, malheureusement blessé, qui fait une saison catastrophique. La baisse de régime de Hoberg un peu à la fin. Et puis après, pour nous, spectateurs, c'est la baisse d'audience, clairement, sur tous les tournois. Ça a été catastrophique cette année. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui se dirige vers le streaming, mais les audiences ont été pas mal pourries au niveau du PGA. Les nombreux délais, ça c'est sûr que c'est pas eux, mais les tournois, ça a été le bordel. C'est pas de leur faute, mais même au Tour Championship, les mecs qui savent qu'il y a l'orage le dimanche, au lieu de foutre les départs à 10h le matin, ils te laissent ça à midi. Je pense que c'est les raisons commerciales. Enfin, pour les sponsors, c'est sûr que le mec, il veut pas voir son tournoi se jouer, qu'il y a encore moins de monde qui va regarder. Donc, pour ça qu'ils n'ont pas changé les horaires. Après, sur le calendrier, l'enchaînement, j'ai pas tellement aimé l'enchaînement signature majeure, signature qui était donc le Memorial, le US Open et le Travers. Je pense que ça perdait un peu d'intérêt. D'ailleurs, ils ont tout de suite modifié ça pour l'année prochaine. Jack Nicklaus, lui, qui a quand même son mot à dire sur le PGA dans le board, a tout de suite tapé du poing sur la table. Donc, le Memorial va revenir comme les années précédentes, le jour du Memorial Day, c'est-à-dire 2 semaines avant le US Open. Et puis après, peut-être revoir la formule, parce que le monde en a encore pas mal parlé, la formule du Tour Championship à la fin. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et puis c'est pas mal. C'est pas mal ça. Ça fait le tour. Donc beaucoup plus de moins que de plus finalement. Ouais, bon, sachant que le Tour Championship, Scheffler, il avait râlé parce que, évidemment, ça faisait quand même 2 fois que ça lui passait sous le nez, alors qu'il avait un peu dominé les 2 Exactement. dernières saisons. Donc peut-être qu'il va trouver ça beaucoup mieux cette année, puisque là, du coup, ça lui permet quand même de se taper 8 points d'avance après 2 tours, quand même. Ouais. Moi, juste pour ce point du Tour Championship, je trouve le parcours, je trouve ça chiant de le faire tout le temps au même endroit. Et je trouve que le parcours, enfin, il se défend pas, quoi. Globalement, là, pour arriver à le défendre, il a fallu qu'ils mettent du carrelage sur les greens pour que la balle elle rebondisse, quoi. Mais Ouais, le avec. mec, Ouais. si Scheffler, bon, d'accord, il commence à -10, mais il finit quand même à -30, quoi. Donc ça veut dire qu'il joue quand même -20. Enfin voilà, c'était. Ouais, même en partant à 0, je crois, s'il était parti à 0, qu'il n'avait pas eu les coups reçus, il finissait 11e, je crois. Ouais. S'il Non, partait à mais 0, pas à moins 10, ouais, je pense qu'il finissait quand même 11e, une connerie comme ça. ouais. Non, mais Fait je que, trouve non, que c'est pas assez sélectif ouais, et moi j'aime bien, comme enfin terrain. j'aime bien le principe du BMW qu'il y a juste avant, qui tourne chaque année. Et je trouve que Oui. la finale du Tour Championship, bah ça devrait
Voilà, ça devrait tourner aussi. Je trouve que ça serait sympa et de mettre des Ouais. parcours un peu plus mythiques parce que celui du BMW était très bien par contre. Enfin, j'ai trouvé vachement plus intéressant à regarder. La région aussi, ça a gueulé justement. C'est un des sujets quand je parlais du calendrier. Forcément, si tu fous des tournois à cette période-là là-bas, les mecs ont eu une chaleur épouvantable, Bah mais oui. vraiment épouvantable. Mm. Enfin, et puis bon, les délais, quoi. Les orages, les nains, faut pas ça à Atlanta. Mais bon, ça doit être aussi les questions de sponsors. C'est Coca-Cola, donc eux ils disent bah là, il faut que ce soit chez nous. Bah oui. Je crois que le siège social est aussi à Atlanta, je pense. Je ne veux pas dire de conneries, mais. Ouais. Ouais, donc c'est sûr que derrière, c'est ça aussi qui fait. Les mecs disent bah non. Alors Marion, t'es plus et t'es moins? Alors, comme on a dit qu'il fallait aller vite, je vais parler du moment qui m'a le plus ému de l'année. Et c'était la victoire de Mathieu Pavon. C'est vraiment le truc où j'ai eu le plus d'émotions sur toute la saison. Je crois que c'était presque un peu trop tôt. Hein. C'était dur après de réussir à avoir d'aussi belles émotions. Mathieu, essaie de gagner milieu de saison l'année prochaine, s'il te plaît, pour faire durer un peu le plaisir, parce que derrière, c'est retombé comme un soufflé. Il n'y a pas eu d'autres événements qui ont été aussi excellents. Mais ouais, non, moi, ce qui m'a vraiment le plus ému cette année sur le PGA Tour, c'était la victoire de Mathieu. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris au jeu d'autant m'exciter à regarder un tournoi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et pas de moins. Voilà. Pas de moins. Ouais. Bah, si, mais en fait, je ne suis pas assez le golf. Je ne regarde pas assez le golf à la télé pour pouvoir être aussi détaillé que Cyril. Gugu? Moi, ça va être des tops et des moins liés un petit peu à l'expérience JO. Les tops, les JO et ses vainqueurs. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. En top aussi, qui dégage du DP World Tour. Alors ça, merci. Reste-toi. Et puis voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour le nouveau, mais voilà. Et en flop, j'ai mis, parce que là aussi c'est une expérience. En fait, il y a un espèce de petit écho. Quand tu parles, ça fait un peu. J'ai cru que tu disais Non, moi j'ai cru que tu disais des horreurs et que Lionel mettait un bip pour qu'on n'entende pas. Je suis sûr. Ça marche mieux? Ouais, mais quand tu as dit le nom du mec qui partait du PGA Tour, ça a sauté. DP World Tour. Et il m'a censuré. World Tour, pardon. Mais sans kiss. Dans les flops, là, c'est une expérience à nouveau personnelle. C'est la tendance des joueurs à essayer d'obtenir des free drops de partout pour n'importe quel motif. On a eu l'expérience, moi, en tant que bénévole. Je me souviens d'un certain Jordan Spieth qui a essayé de faire des trucs comme ça. J'en ai marre. Les joueurs doivent être sensibilisés à un moment ou à un autre. Qu'il y ait des doutes éventuellement sur des cas difficiles de règles. Oui, mais pas tout le temps. Et dans les flops, c'est que ça bouge entre le livre et je sais pas qui. Voilà, pour que Jon Rahm revienne, faire plaisir à Cyril. Trop tard. Ouais. Voilà. Trop tard. Il est parti. Il est parti, on n'en veut plus. Voilà. Il peut faire du backspin et revenir. Olivier? Dans les tops, de la victoire de Mathieu. Mais bon, il peut lui souhaiter de gagner 2 fois l'année prochaine, à des périodes un peu espacées pour faire plaisir à Marion et à tout le monde. Ou une fois Victor et une fois Mathieu. Ouais. Et voilà. Et puis c'était plus sur la saison, c'était le golf au JO. Ça, pour moi, c'était un des tops de la saison. Et puis dans les moins, c'est le contraire de Cyril aussi. Moi, ça m'attriste en fait que des joueurs disparaissent. Enfin voilà, des joueurs qui sont partis. Là, ils ont tendance à disparaître en termes de jeu, en termes médiatiques, tout ça. Enfin, ouais, ça fait des fins de choses, où il va peut-être y avoir des rebonds, mais ça m'attriste toujours en fait dans un parcours, dans une trajectoire sportive ou personnelle. Voilà. Je trouve ça pas terrible. Peut-être qu'ils vont revenir, je leur souhaite, mais à eux de faire. Bryson va revenir. De toute façon, c'est le seul que le monde veut qu'il revienne. Les autres, je pense que tout le monde s'en fout. Mais DeChambeau, tout le monde veut qu'il revienne.
Oui. Ouais, c'est pas Mais qu'il il- a gagné l'US Open, quoi. Ouais, mais il y a eu un travail aussi sur soi. Enfin voilà, il a aussi. Ouais. Enfin, Ouais, non, mais il est passé du petit conte scientifique que personne n'aimait Ouais. au Mm. petit, au gendre parfait américain ouais. que tout le monde a envie Ouais. d'avoir chez lui, quoi. J'ai l'impression que Marion restait sur le petit compte scientifique que personne Non, mais n'avait. il a été, globalement, Oui. il a gagné un capital sympathie énorme avec sa victoire à l'US Open Ouais. et la façon dont il a Regarde la gagné, tête de quoi. Marion quand tu dis ça. Il a gagné un capital sympathie énorme. Mais il l'a pas gagné du côté des Trossards. Mais il l'a gagné Non. sinon pas mal ailleurs, en fait. Eh ben, moi, c'est cuit. C'est terminé, c'est cuit. Toi, c'est ton rame, c'est le rame de Cyril à toi, quoi. Exactement. Moi, il y en a qu'un qui est parti sur le livre qui pourrait Cam Smith. revenir. Exactement. C'est le seul pour qui j'arriverai à avoir une petite faiblesse. Les autres, c'est niette. J'en veux plus. Ils sont partis, on n'en veut plus. Bon, C'est la coupe de C'est John cheveux. Ram avec. C'est ça. Ouais, John Ram avec le mulot. la coupe mulet, ça fait son petit effet. bon, peut-être que si Ram a une coupe mulet, Non. machin, peut-être que ça. Non, On sait jamais. non, lui, non. Bon. Je valide Cyril à 100%. Allez, on va enchaîner avec la Solheim Cup. On va faire un petit... Parce que tiens, on parlait des dominations. Il y en a une aussi qui a dominé Nelly Corda là, quand même cette année, même si elle a raté... entre guillemets, sa fin avec les JO et le British Open, enfin le Women's Open, qui a souri à Lydiaco et c'était plutôt sympa, parce que là aussi il y avait pas mal d'émotions. Donc Solheim Cup, il n'y aura pas Lydiaco, hein, c'est comme en Ryder Cup, il n'y a pas non plus Tom Kim, mais on va le retrouver tout à l'heure, Tom Kim. Solheim Cup du 13 au 15 septembre sur le parcours du Robert Trent Jones. Alors c'est en Virginie, donc aux États-Unis. Virginie, c'est quoi? Ça doit être un écart de 7 heures à peu près, je Six. pense. On est 6, on est Six. un peu sur la côte est quand même. Je vais faire un... Donc c'est la 19e édition d'une compétition qui a été créée en 1990. Les USA ont gagné à 10 reprises, donc sur ces 18 éditions. L'Europe est vainqueur 7 fois, mais reste sur 3 titres consécutifs, entre guillemets, puisqu'ils ont gagné et en 2019 et en 2021. Et ils ont fait match nul en 2023, et comme le veut la règle, en cas de partage des points, c'est celui qui a gagné la précédente édition qui l'emporte. Et les Européennes ont gagné 2013 et 2021 aux États-Unis. Alors, cette équipe américaine, eh ben, on va y retrouver encore une Française. Européenne. Dans cette équipe européenne, on va retrouver une Française, évidemment. À savoir Céline Boutier, bien évidemment, qui en sera à sa 3e Solheim Cup. Elle n'a toujours pas perdu, d'ailleurs. 3e ou non, 4e Solheim Cup, puisqu'elle doit être, elle était déjà de 2019, 2021, 2023. Votre sentiment, est-ce que c'est une compétition que vous attendez plus ou moins que la Ryder Cup, plus ou moins que la President's Cup, dont on parlera plus tard? Est-ce que, Marion, je finirai par elle, mais vous les garçons, la Solheim Cup, c'est quelque chose que vous regardez? Oui. Ok. Oui. Le gros silence. Oui. Je ne réponds pas. Oui, non. Oui, on regarde. Ouais. Là, on va faire un peu avec le décalage horaire.
Mais en espérant que la réalisation soit meilleure que la dernière fois. Vous voyez que le départ dure. Ouais, pendant très longtemps. Ouais, Pendant très très longtemps. Donc c'est un petit peu long. Non, là ça me paraît un peu déséquilibré là, cette année. Je pense que ça me paraît un peu compliqué sur le papier pour les européennes. Mais ben voilà, comme disait Marion en ouverture, ça reste du match play. Et donc beaucoup de choses sont possibles. Mais en termes de classement mondial, ça paraît gros déséquilibre, puisque au classement mondial, c'est toujours Céline qui est toujours la première européenne, qui est 10e. Charles Hull qui est 12e. Et puis après, c'est 25, 26e avec Maya Stark et Lynn Grant. Donc sur le papier, c'est vraiment pas gagné. Donc ouais, mais est-ce que c'est pas un peu le lot classique, quoi? Les Américains, tous les ans, on nous annonce un classement mondial moyen de 10 quelque 12. chose, et puis Ouais. ils se font rétamer globalement. Parce que moi, honnêtement, enfin bon, je vais continuer avec Cyril. Toi, tu regardes la Solheim Cup? Ben là, je vais regarder parce que c'est de mon bord, là, c'est chez nous, Ouais, mais c'est la moins intéressante des trois, pour moi. ouais, La Ryder Cup et la President's Cup. Mais je vais regarder. ouais. Oh, moi j'adore. Ben, d'ailleurs, c'est le tournoi féminin avec les majeurs que je regarde le plus. Bon, c'est tous les 2 ans, mais moi qui aime quand même le golf féminin, effectivement, c'est cette compétition-là que je mets avec les 5 majeurs au top de mon classement, quoi. L'idée qu'il faut Ouais, regarder du golf féminin. ouais. Gugu? Plus difficile en vacances. Mais en général, en gros, voilà, j'avais pas raté beaucoup de plans du 1 à Finca Cortésine, les précédentes éditions. Je crois que je les avais tous vus, sous tous les angles. Mais ça va être un moment difficile, je te l'avoue. Voilà. Là, effectivement, je suis en vacances. Donc, on va dire que des vacances, on va dire ça. Encore, ça aurait été en Europe. Je peux faire des efforts et peut-être le bon terme qui qualifie, on va appeler ça ma consommation du golf féminin. Mais là, en gros, ça peut être facile. Mais c'est vrai qu'avec du décalage horaire, plus on va voir ça sur un téléphone mobile grand comme ça, sur un fil qui est de moyennement qualité, je préfère profiter du lac de Côme et de la visualisation que j'ai avec mes petits yeux. Ouais. Bon, sachant que Après, comme à ça chaque peut être fois, le hein, soir. Il va y avoir pas mal de matchs le soir. ouais, Mm. bon, à un moment ou à un autre, il faut se reposer aussi. Mais c'est vrai que, on va Ouais. dire que c'est comme pour la domination européenne des garçons. Ça fait du bien de temps en temps. Et que ça passe, on va dire ça, côté un petit peu américain. Mm. Alors, on n'a pas une très bonne liaison avec toi, Gugu, Pas grave. Ça coupe pas mal. Non, bah non, je Euh, suis l'Italie. mais on utilise Il n'y trop a pas c'est d'Italie. ça. Ouais, c'est ça. sur le gros mot. Je sais pas, faudrait que tu glisses un petit billet à la mafia locale, peut-être, pour qu'ils boostent le wifi chez toi. Je sais pas. Elle est plus au sud. Oh, il doit y en avoir une Euh, dans chaque région, va. Il n'y a pas de mafia en Italie. Alors, Marion, je vais pas, toi, te poser la question si ça t'intéresse. Je vais partir du principe que ça t'intéresse, mais pas forcément que tu regardes. Ça dépend peut-être aussi. Mais est-ce que moi, je la trouve pas si phénoménale que ça, cette équipe américaine. Alors, sur le classement, elles sont là, mais euh, est-ce que je peux récapituler globalement les Américaines qui sont dans cette équipe? Alors, on a forcément, il y a Nelly Corda et Lilia Vu qui sont les deux meilleures joueuses, mais sinon, on retrouve Lauren Coughlin qui évolue, je pense, plutôt sur le Ladies European Tour. Enfin, qui a gagné déjà là-bas. Ali Ewing, Alison Corpus, Megan Kang, André Ali, Rose Zhang, Alison Lee, Jennifer Kupcho, Sarah Schmelzel et Lexi Thompson. Lexi Voilà, Thompson. pour Lexi Thompson, Schmelzel et donc Jennifer Kupcho qui sont les trois choix du capitaine. Bon, Lexi, tu sens que parce qu'elle a annoncé que c'était la fin de sa carrière, il la rappelle, c'est
Ça me fait un peu penser à Oma, quoi. Tu me dis, ils ont appelé Oma, tu sais pas pourquoi, mais bon, Lexi, bon, ça reste une très bonne chose, hein, mais c'est quand même pas sa meilleure saison, elle n'est pas au meilleur. Toi, t'en penses quoi de cette... Est-ce que l'Europe va gagner une 4e fois? Va faire la passe de 4? Ouais, moi, l'équipe américaine, elle est propre, hein, elle est très très propre, mais je trouve que l'équipe européenne, c'est des grosses individualités en match-play. Donc, non, je pense que ça peut vraiment le faire. Enfin, après, elles vont jouer là-bas, donc c'est pas forcément le plus aidant, mais non, non, il y a un vrai potentiel à aller gagner, le tournoi, hein. Hmm. Alors, l'équipe européenne, donc c'est Charlie Hull, l'Allemande Esther Heinzeleit, Céline Boutier, les Suédoises qui sont encore en force, avec Maja Starkling-Grant, Madeleine Sackström et Anna Nordqvist, donc 4. Leona Maguire, l'Irlandaise, l'Espagnole Carlota Ciganda, Georgia Hall, Emily Christine Pedersen, qui est un des choix du capitaine, et Alban Valenzuela, la Suissesse. Alors, il y a eu une petite discussion sur... c'est vrai que Morgan Metro, que Gugu a accompagné aux Jeux Olympiques et que Marion connaît. Tu connais Alban aussi, un petit peu, Marion? Beaucoup moins. Elle est plus jeune et j'ai pas joué avec elle. Je l'ai déjà rencontrée, mais je la connais pas personnellement. Ouais. Alors moi j'avais un peu plutôt pronostiqué Morgan Metro dans les choix du capitaine avec sa prestation au JO, et puis elle avait quand même elle a gagné Evian. pas le Jabra. Oui, c'est ça. Evian, hein, c'est ça, le Ouais. Jabra. Par rapport à Alban qui elle évolue plutôt sur le PGA Tour, LPGA pardon, même si Morgan le fait aussi, mais qui a des résultats plus réguliers, mais c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure avec le ventre mou sympa et le up and down. Alban, elle est toujours là, mais elle n'a pas de coup d'éclat vraiment. Alors que Morgan Metron, on a eu quelques-uns quand même. Elle a plutôt été incroyable au golf national en s'écroulant un peu le dimanche, mais elle fait quand même 3 tours phénoménales. Ouais, après, quand tu fais une équipe comme ça, avoir des joueuses qui sont hyper stables, c'est un côté rassurant. Tu peux pas avoir dans une équipe de 12 joueuses, tu peux pas avoir que des filles qui font des coups d'éclat non plus. Parce que si tu te retrouves avec 12 filles qui sont un peu dans le creux de la vague, bon, même si statistiquement c'est hautement improbable, en fait, tu as quand même besoin de nanas hyper fixe, quoi. Donc c'est vrai qu'Alban, c'est une valeur sûre. Alors effectivement, si elle tombe contre une fille qui est en grosse chauffe, elle peut perdre, mais si elle joue son jeu normalement, il y a de grandes chances pour que ce soit un point pour l'Europe, quoi. Donc après, bon, c'est une question d'affinité. Moi, j'adore Morgan et j'aurais adoré la voir en équipe. Alors peut-être pas au détriment de Alban, hein, pas forcément. Ouais, c'est pas forcément Alban que j'aurais sorti pour mettre Morgan. Non. Je trouve qu'il y a beaucoup de Suédoises. Hein. Après, il y a beaucoup de Nordiques. Bizarrement, co-capitaine norvégienne, c'est curieux. Hein. C'est un choix, c'est une orientation particulière. Mais bon, ça fait 2 ans que c'est comme ça, donc je crois qu'il y a un petit parti pris pour la Scandinavie. Mais ouais, non, moi je trouve les choix. Autant il y a 2 ans, j'étais pas hyper fan des choix des Captain Pick. Cette année, je les trouve assez cohérents et assez solides pour une équipe pour pouvoir aller chercher la victoire. Je trouve que l'équipe européenne a de la gueule. Effectivement, on parle ranking mondial. Oui, c'est un peu moins impressionnant, mais quand on regarde basiquement le ranking mondial, les grosses places, elles sont pas trustées ni par les Américaines ni par les Européennes. Hein. Donc au final, on n'est pas loin d'être sur un pied d'égalité avec les Américaines. Donc moi, puis le ranking mondial pour des tournois en match-play, c'est pas le seul critère qu'il faut prendre en compte. Ouais.
toute façon, on le voit bien sur les résultats. Le fait que l'Europe reste sur trois victoires consécutives, on va dire, même si c'est 2 victoires, un match nul, c'est que c'est pas avec le ranking mondial, quoi. Non. Donc c'est plus, c'est toujours cet esprit d'équipe. Donc bon, à suivre à partir de ce week-end. Je sais pas où c'est diffusé en France. Est-ce que c'est Golf Channel France qui a la Solheim Cup? Pas Golf Channel, je sais pas s'ils ont encore des droits parce que c'est la Fédé qui avait repris avec l'équipe. Oui, mais le LPGA seulement. Oui. Ah bah Mais, peut-être. Oui, la Solheim, je sais pas. La Solheim, je sais pas trop. Je sais pas si la Solheim c'est sur Golf Channel France. Ouais, je sais pas. Si je on peut sais faire pas. juste une toute petite, alors je crois que c'était prévu, mais je sais pas. Je voulais être sûr qu'on en parle. La Ping Junior Solheim Cup. Ouais, qui a lieu. Qui Donc commence demain. Ouais, qui commence demain et mardi, donc sur 2 jours seulement, qui va Oui, c'est ça. opposer l'Europe aux États-Unis. Et puis dans cette équipe Junior Solheim Cup, Voilà. sur les 12 joueuses, nous avons 4 Françaises. Exactement. Et en plus, enfin, si je me trompe pas, je crois que c'est 3 Françaises qualifiées automatiquement et une qui est Exactement. 3 mathématiques et une pique. Et en fait, c'est vrai que quand on avait vu les 3 mathématiques françaises, on s'est dit, bon, la pauvre Alice Kong, qui est la 4e, qui est hyper proche des mathématiques, mais bon, il y en a déjà 3 mathématiques, ils vont pas prendre une française en pique parce que c'est improbable. Enfin, elle va passer à côté parce que malheureusement, il y a déjà 3 françaises devant. Et en fait, ils ont eu le bon sens de se dire que on la prenait pas pour sa nationalité, mais parce que elle joue sacrément bien au golf, cette gamine. Et on était vraiment très 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 content pour elle qu'elle ait une wildcard. Donc en fait, les 3 mathématiques, c'était Sarah Bretchoneff, Louise Ouma-Landgraf et Lily Reiter, et Alice Kong qui a rejoint l'équipe. À noter que c'est 4 filles qui étaient en équipe de France cet été. C'est du très solide. Moi, pour être en plus honnête, Alice, ça a été mon petit coup de cœur au championnat d'Europe parce que c'est une joueuse avec qui on n'échangeait pas déjà. Bon, j'ai plus que 2 fois son âge, donc j'ai presque 3 fois son âge. Donc forcément, c'est pas une joueuse que je fréquentais beaucoup, mais voilà, et c'est une jeune fille qui est adorable, qui était assez réservée parce que voilà, on la voyait toujours dans le cadre de tournois de golf. Et là, quand je l'ai eue avec l'équipe de France, moi, cette gamine, c'est une révélation. Enfin, c'est un humain incroyable. Pour une joueuse qui n'a pas forcément été beaucoup confrontée au truc d'équipe, moi, elle a une attitude, mais qui m'a complètement scotché pendant les Europes. Pour vous donner un petit exemple, un match, je crois que c'était contre l'Espagne. Elle perd son match. Non, c'était peut-être pas contre l'Espagne, je sais plus. Enfin, elle perd son match. Non, c'était peut-être même contre la Belgique. Elle perd son match. Et donc, elle était un peu déçue, forcément, parce que voilà, c'était. Et là, on lui dit, écoute, il y a Camille qui est en train de remonter, Camille Mingotier qui est en train de remonter. Et là, le smile, mais enfin voilà, en fait, son match s'était oublié. Et là, elle s'est refocus sur l'équipe. Et en fait, le fait qu'elle ait perdu, c'est pas qu'elle s'en foutait, mais voilà, c'était du passé. Et il fallait se remobiliser pour l'équipe. Et en fait, moi, je me suis dit, elle a 14 ans. C'est sa première grosse expérience d'équipe. Et moi, je veux que toutes les joueuses soient comme ça. Et en plus, cette capacité de travailler qui est démentielle. Parce que c'est une besogneuse, mais enfin, moi, quand je vois le niveau de l'équipe de France Girls, là, c'est meilleur que ce que nous, on produisait quand j'avais 24 ans. Quand moi, j'étais en équipe de France, on jouait moins bien que cette équipe-là. Enfin, le jeu, il a explosé, c'est un truc de fou. Et les gamines, elles s'entraînent, elles sont cadrées, elles sont câblées. Enfin, c'est un bonheur. Donc, moi, voir ces 4 filles-là en équipe de Solheim Junior, ça me fait vraiment kiffer et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire. Et après, on rappellera quand même que l'équipe européenne et la capitaine, c'est Gladys Nocera. Donc, on a peut-être l'influence des capitaines joue peut-être aussi beaucoup dans les choix, quoi. Comme tu le disais tout à l'heure avec l'équipe européenne de Solheim. La Solheim Cup. Oui, alors je sais pas parce que je crois qu'Alice c'était la première non sélectionnée, c'était la première non mathématique. Donc ça aurait été quand même
difficile de justifier qu'on la prenne pas. Enfin, Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y en aura 5 Françaises, du coup, dans cette Ping Junior Soleil Cup. il y a grosse ambiance, je sais pas chez qui là. Ouais, c'est chez Cyril. c'est Cyril, non, il y a Il y a le la carnaval fête à chez toi Montréal. dans les rues de Montréal, là? Bah, tabarnouche, oui, je vois plein de monde dehors. Puis là, j'ai vu qui écrit. J'ai fait que j'ai enlevé mes écouteurs. Puis là, c'est ça, c'est le party. Mais ils m'attendent, hein, c'est ça. Oui, Je c'est dois me ça. En changer. fait, Puis après, ils sont tous en train de venir gueuler chez toi parce que c'est pas diffusé en Ben direct oui. sur Twitter. Donc, du coup, c'est- Bon, allez, voilà, on va. en tout cas, il y a Ouais. 5 Françaises pour la Pink Junior Solheim Cup avec la sélectionneuse Gladys et une Française en Solheim Cup. Et Ouais, voilà, allez l'Europe et allez la France. Hein. Un exactement. peu de Et chauvinisme au passage. on est bien content de ces années, cette année 2024 pour les Français. Alors, les Français en President's Cup, bon, on n'en aura pas. On a eu le droit à Tom Kim en Ryder Cup, mais pas de Français en President's Cup. Je dois vous quitter. Tu dois nous quitter, Olivier. Merci Olivier d'être venu. Et, Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Et Quand on m'invite, je viens, je suis poli. eh ben, écoute, t'es réinvité pour la prochaine fois. Je ne sais pas quand elle aura lieu, mais t'es réinvité. Super. Merci à toi. Et puis, Merci à vous. Et puis on va finir la President's Cup avec nos autres camarades. À bientôt, Olivier. À bientôt. Salut Olivier. Salut. Bye bye. Alors, President's Cup, tiens, je vais mettre un petit slide aussi pour ceux qui regardent sur YouTube, puisque c'est pas sur Twitter, mais ça sera sur YouTube. C'est la 16e édition, donc c'est une compétition qui existe depuis peu aussi. C'est un peu de la même veine que la Solheim Cup, quelque part, parce que je crois que c'est 94 la première édition. Cela se déroulera au Royal Montreal Golf Club pour la deuxième fois, c'est après 2007. Ça avait déjà été, ça tourne beaucoup entre l'Australie et le Canada en fait, en général quand c'est à l'étranger et un petit peu en Afrique du Sud. Il n'y a pas encore eu trop en Asie, mais ça devrait pas tarder vu qu'ils sont de plus en plus présents. Bon, là, c'est ultra dominance américaine avec 12 victoires sur 14 éditions. 12 victoires sur. Alors, je dois avoir un truc qui est pas bon parce que le 16e, il m'en manque un. Mais je crois qu'ils ont gagné 12 fois. Les Continentaux n'ont gagné qu'une seule fois, c'était en 98. Et il y a eu un match partagé en 2003. Les USA conservant le trophée puisqu'ils avaient gagné l'année d'avant. Enfin, l'édition d'avant, pardon. Alors, on va directement demander au local. Est-ce que tu vas y être déjà, Cyril? Oui. Tu seras sur place. Oui, je vais y aller. Je ferai pas ces 3 jours, hein, je crois. Bah, ça ouvre le mardi parce qu'il y a les parties de reco et tout, mais j'aurais bien aimé d'ailleurs y aller mardi ou mercredi, mais je vais y être le vendredi. Ouais. Donc ça va être en fait le deuxième jour de compétition, si je dis pas de bêtises. Et puis de là, c'est pas gagné, mais j'aimerais me démerder pour avoir une accréditation média pour le dimanche. Pour le samedi, pardon. Alors, Donc, c'est il y a du vendredi, jour. samedi, dimanche en général. Non? C'est pas jeudi, ok. Ok. Autant pour moi. Je pense. Hein. Je pensais que ça commençait. Ah bah alors, donc j'y serai le premier jour. Bah, tu vois bien. Ouais. Il me semblait que, en tout cas, je me démerderai pour avoir après l'accréditation pour les 2 jours d'après. Écoute. Avec nos amis de RDS et puis. C'est vendredi, samedi, dimanche. C'est vendredi, samedi, dimanche? Ouais. Si c'est bien le 27-28. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que oui, bien sûr. Ben oui. Ah bah oui, je peux pas manquer ça, tu sais, quand c'est à la maison, ouais. Ben oui. Et alors, du coup, on t'avait demandé en off si tu connaissais le parcours, mais tu l'as jamais joué. Tu nous disais, mais c'est quoi le parcours?
C'est celui qui Oh, qu'on utilise pour l'Open du Canada? Non, non, du tout. Non, 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 je pense jamais. Ou peut-être dans les années 70 quand il venait du côté du Québec, là, parce que l'Open du Canada, c'est toujours chez les Anglos, là, Ontario. Ils veulent pas venir chez nous, les Franco. Mais il y a eu l'Omnium du Québec beaucoup, qui n'existe plus maintenant, qui avait gagné Thomas Levet en 91. Mais non, c'est un parcours typiquement, j'ai envie de dire, canadien. C'est boisé. Les greens vont pas être faciles. C'est le plus vieux parcours en fait d'Amérique du Nord. Donc Amérique du Nord, États-Unis d'Amérique et Canada. C'était les Écossais, je crois, qui avaient monté ça, je sais plus, il y a longtemps, très longtemps. Mais ça va pas être un parcours facile, mais qui va être à l'avantage je pense, il y a 3 Canadiens, donc que eux connaissent effectivement, ouais. Un parcours privé en fait, extrêmement sélect, donc je sais même pas si quand un membre t'invite, tu as le droit de jouer. Ah oui. C'est très compliqué. C'est pour ça que Et j'ai du jamais coup, joué. cette équipe, c'est quoi pour toi? Les internationaux vont enfin regagner ou est-ce que cette année c'est la bonne ou pas? Ah, je penserais pas. Ah, je penserais pas, mais s'il y a une bonne dynamique, si Mike Wheeler a constitué des très très bonnes équipes, moi je suis content. Il y a un Pendrive qui arrive en forme, vraiment en forme, c'est sa meilleure saison. Gros driver, il se met à poter, donc s'il arrive à l'associer avec un mec genre Bezuidenhout, qui est là, qui est le seul, ou d'ailleurs Sudaf, qui est un très gros poteur. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Les Ricains sont trop forts. T'as beau mettre Harman, Oma, qui sont hyper discutables, franchement, je vois vraiment pas comment aller. Si c'est une belle édition comme la dernière fois à Charlotte, où finalement il n'y a pas eu de grosse branlée, puis il y a eu un beau dimanche avec Tom Kim, et puis encore ici abattre justement l'équipe Kentley Schauffele, qui était extraordinaire. Non, honnêtement, je ne les vois pas gagner, même si c'est à la maison, non. Du À coup, moins que les Ricains arrivent hors sujet, mais je ne penserais pas. Ils ont quand même enfin, je veux dire, ils ont quand même une équipe sur le papier qui est énorme. Ouais, c'est vrai qu'avec Matsuyama, L'équipe, elle est monstrueuse. les Coréens, ouais, même sans les joueurs du livre, où tu dis finalement, qui c'est que tu aurais pu ajouter? Ouais, un Iman, ok, Cam Smith. Mais est-ce que ces mecs-là, s'ils avaient été là à la place d'autres, l'équipe serait supérieure? Quand tu vois les résultats sur le livre, pas sûr. Enfin, que les mecs ont sur le livre et qu'on eu en majeur cette année, c'est pas évident finalement qu'elle soit affaiblie, cette équipe-là, sans les joueurs du livre. Mais non, oui, je pense qu'ils vendront leur peau chèrement, là, mais ça va être compliqué pareil. Là, mais c'est toujours pareil, les Ricains, c'est en simple. Hein. En double, ok, tu fais les bons résultats. Si tu pars mal, déjà, puis en simple, ça devient super compliqué, quoi. Après, moi je la trouve quand même les... peut-être parmi les équipes, enfin, parmi l'équipe américaine la plus prenable de ces dernières éditions, quoi. Ouais, du fait des pics, hein, Ouais, enfin, je sais on pas, va mais dire. quand tu vois, enfin, Oma, Mais Harman, c'est ça. c'est Ouais. bon, après il n'y a pas que, hein, mais Russell Henley, c'est quand même pas un gars qui est habitué non plus. Enfin, on sait pas trop en match play ce que ça donne, mais ça reste un bon joueur. Mais Ouais. enfin, je trouve que il peut y avoir des simples sympas quand même. Quand tu vois les 6 premiers Américains que je présente à l'écran là. Scheffler, Schauffele, Morikawa, Clark, Cantlay, Tigala, et puis en face, tu as Matsuyama, Im, Scott, Kim, Day et Han. Ça peut être sympa, quoi. Enfin, je veux dire, il peut y avoir Ouais. des gros chocs. Effectivement. Et les face-à-face sont pas gagnés pour les Américains. Enfin, je veux dire, à part peut-être un Scheffler qui joue BZW ou un truc comme ça, c'est Et globalement. encore. Ouais, Adam Scott, il finit. Que j'ai toujours trouvé globalement en dedans dans ses President's Cup. Il est quand même là sur une sacrée lancée, quoi. Ces Ouais. 3-4 dernières semaines sont excellentes. Hein.
Donc, j'espère que ça va. Matsuyama est en forme aussi. Ouais, enfin, Non, mais voilà, l'équipe internationale, elle est sublime. Hein. ouais, Ouais, mais elle est belle. je trouve que, bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire côté américain, quoi. Je veux dire, il y a peut-être que Oma qui est un peu, et Arman qui sont un peu les deux, enfin, voilà, un peu surprises, Moins on va dire. excitant. Franchement, oui. Enfin, Oma n'est pas dedans, mais comme dit Marion, on l'a déjà dit pendant toute l'émission, en match play, va savoir sur un match, il peut très bien. Il est assez. Enfin, il a l'air toujours assez bien motivé par le côté je représente mon pays, Max Oma. Ouais. Ça fait Oui, partie. parce que à la dernière, là, justement, il gagne ses 4 matchs. Hein. Il fait meilleur rookie après. Mm. C'est peut-être ça qui va lui redonner. Et puis c'est ça, c'est pas du tout le même. C'est pas tu te présentes un tournoi, tu es 144, ton golf est pas là. Bon, là, ça n'a plus rien à voir. C'est une compétition complètement différente. Et puis je pense qu'il fait là où effectivement ça va beaucoup jouer, comme ça joue toujours aussi bien en Ryder Cup que c'est l'apport du public. Parce que là, je suis convaincu, côté canadien, le public va être extraordinaire. On le voit tous les ans à l'Omnium canadien. On le voit aussi au CP Women chez les femmes. C'est vraiment quasiment à chaque fois la meilleure ambiance sur un tournoi. Les Canadiens sont extraordinaires. Donc là, il y en a 3. Donc si ça peut déstabiliser les Américains, en tout cas, ils vont être là. Les Américains seront là aussi. Ils sont juste à côté. La frontière à 6 heures de route. Mais il y aura un gros appui. Les Canadiens sont vraiment extraordinaires quand il s'agit de supporter les... Bon, et Gugu, tu seras rentré d'Italie, toi? Tu vas jeter un coup d'œil à cette President's Cup? Ouais, je vais essayer. Et j'espère avoir effectivement. Il faut qu'au moins le premier jour, les internationaux restent dans le jeu. Après, effectivement, sur le papier, on peut imaginer que sur les simples, on va appeler ça les internationaux aient plus de mal, mais il faut qu'ils arrivent à tenir. Et je ne jouerai pas la victoire des internationaux, mais effectivement, comme je pense beaucoup de personnes le pensent, s'il y a une édition qui peut être gagnable, c'est peut-être celle-là. Et c'est vrai que les Captain Picks choisis un petit peu comme, on va dire ça, comme côté Solheim Cup, où effectivement on choisit 3 locaux pour essayer de bien avoir un peu de soutien. C'est malin sur le papier. Après, il va falloir délivrer, mais c'est malin. Non, puis je vois bien un Mike Weir un peu dans la trempe du même acabit qu'un Luke Donald, quoi, capable d'arriver à fédérer une équipe beaucoup plus qu'un Jim Furyk, mais bon, on connaît moins. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, il y a un beau staff aussi. Hein. Ouais, il y a un beau staff. Là, tu vas avoir Melman, Villegas. Il y a un super beau staff, c'est vrai. Là, bien... Ouais, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, mon Lio. Allez, un petit, petit pronostic et pour la Solheim et la President's Cup avec vous 3, et puis on va conclure. Gugu, Solheim Cup. États-Unis, President's Cup. internationaux. D'accord. Cyril, Solheim Cup. Ben moi, écoute, c'est bizarre parce que je vais faire comme tout à l'envers de mes préférés. Je suis clairement pour l'Europe en Solheim Cup, alors qu'en Ryder Cup, je suis pour les États-Unis. Bon, allez, donc je vais dire Europe pour la Solheim Cup. Puis là, je serais malvenu de dire les États-Unis pour la President's Cup parce que je me considère comme un international. Avec internationaux parce que voilà. Voilà, d'accord. Et Marion? Donc États-Unis 0. Ouais. Ouais, ben, comme Cyril, mais moi pas par machin, pas par cœur ou par obligation. C'est juste que je pense que vraiment, par équipe présentée, je pense que les Européennes et les internationaux vont gagner. Je suis très très optimiste. Moi, ça serait mes choix de cœur aussi, Europe et internationaux, même si j'ai plus confiance dans les internationaux que dans l'Europe. Les Je pense Européennes, que ouais. les Américaines vont être quand même bien remontées à bloc pour éliminer 3 défaites de suite. Et je pense, comme tu dis, Cyril, que les internationaux vont bénéficier du support
qu'ils auront beaucoup plus que quand ils jouent en Australie ou enfin, Oui. j'ai le sentiment. Donc mais ça devrait être sympa. Deux belles compétitions à venir. Et puis entre-temps, il y aura un Open de France. Et chez les garçons et chez les filles aussi, même si chez les filles, je crois je sais pas s'il est en septembre, il a été reporté en octobre peut-être, Non, l'Open c'est de France septembre, féminin. fin septembre. Fin septembre, donc c'est en moment Oui, de la Président's Cup, quoi. Donc ça va être à peu près, et c'est toujours à Deauville, je pense. c'est exact. Mais c'est Eh du bien, jeudi au samedi. oui, 3 jours seulement. Sur 3 C'est bon. tours? 3 jours, 3 tours du jeudi au samedi avec programme le dimanche. Ok. Bon, eh bien, Voilà. il ne me reste qu'à vous remercier. C'était un plaisir de vous retrouver. Oui, c'était le fun, Euh, cette reprise. Ben oui, Écoutez, ça faisait longtemps. content, ben voilà, je ne sais pas quand on se retrouvera, mais on se retrouvera, c'est sûr. Je vous souhaite de bien profiter de ce mois de septembre avec les belles compétitions qui nous attendent et faire une petite séance golf un peu là parce que ça c'est Mm. après les playoffs là, on avait besoin de repos, mais on en reprendrait bien un petit peu et puis on se retrouvera d'ici la fin de l'année sûrement. À très Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Bye bye, des bisous tout le monde. Bye À bye. bientôt.